La réathlétisation, c'est bel et bien remettre de la gestuelle sportive spécifique en place pour rééduquer notre patient. Donc on est vraiment sur une fin de rééducation. Pour moi, on va à l'encontre même de la rééducation de son patient parce que le kiné ne sait pas ou ne peut pas sortir de quatre murs. C'est terrible. C'est un game changer même pour moi de faire de la réathlétisation. Je vois tout ce que j'ai fait au cabinet. Je le mets en pratique. 35 à 45% des gens qu'on encadre ne reviendront pas sur un LCA, ne reviendront pas au retour au sport normalement. Donc la réathlétisation, c'est le lendemain de l'opération. Il y aura toujours des blessures, il y en aura toujours du boulot, même dans 300 ans. Le vrai travail, il se passe au cabinet ou sur les terrains et pas sur Insta. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est qu'on prend jamais dans les clubs les meilleurs. Et on prend beaucoup de pistonnage, on prend beaucoup des gens comme ça. Il y a des très bons dans les clubs qui sont là depuis des années et tout ça, mais il y a aussi des dinosaures qui n'ont plus rien à y faire. Sachez-le, les nouveaux diplômés, pour vos compétences, pour tout ça. Et donc respectez-vous face à des entités qui veulent un peu vous la mettre, disons-le. Hey, salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entendons. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Pierre Poulain qui est kinésithérapeute du sport et réathlétiseur. Du coup, aujourd'hui, on va parler de kiné du sport, mais également de réathlétisation, ainsi que de tout le cadre légal qui l'entoure, qui est souvent méconnu, et bien d'autres choses encore. Allez, bon épisode. Ah, et avant que l'épisode commence, petit rappel sur ce qu'est Entendons. C'est simplement un podcast que tu vas pouvoir retrouver sur différentes plateformes d'écoute, Deezer, Apple Podcasts, Spotify, même YouTube en format vidéo, et qui a pour but au final de te partager des échanges entre experts et expertes dans leur domaine sur des sujets divers et variés gravitant autour de la kiné, mais pas que. Mais sur ce, ne perdons pas une minute et place à l'épisode. Let's go. Et salut Pete, écoute, merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode d'Entendons. Avant qu'on commence, comme d'habitude, je propose que tu te présentes pour celles ou ceux qui ne te connaîtraient pas. Salut Augustin, merci beaucoup pour l'invitation et que Full Physio, c'est un plaisir d'être chez vous les gars. Je suis Pierre, je suis kinésithérapeute du sport sur Paris. J'ai travaillé dans le foot de haut niveau pendant quelques années. Je travaillais en Ligue 2, en national, dans des centres de formation et puis avec des équipes plus âgées. Voilà, maintenant j'oriente beaucoup plus ma pratique sur du musculo-squelettique général, de la traumatologie du sport principalement au cabinet. J'ai la chance d'avoir une patientèle exclusivement de sportifs. Donc ça, c'est notamment dû dans la structure dans laquelle je travaille et puis je pense aussi le côté parisien. Je fais aussi de la réathlétisation, ça occupe une grande partie de mon temps. Donc je suis kiné et réathlétiseur. On pourra parler un petit peu de ça dans le podcast, comment en être là aussi par rapport aux études et aux formations que j'ai pu faire. Je m'auto-attribue ce titre-là en étant présent souvent sur les terrains. C'est mon dada, c'est vraiment mon truc. Et puis à côté de ça aussi, je jouis d'expériences assez sympathiques sur l'année en automoto par exemple, sur le Dakar, sur les 24 heures du Mans, sur Spa-Francorchamps près de chez toi, ce genre de circuit aussi automoto. Et puis voilà, ça m'amène aussi à voyager, à continuer d'entretenir cette passion du voyage et puis mon boulot aussi à côté. Ok, bah, c'est exactement pour toutes ces raisons que je suis content de t'avoir aujourd'hui avec nous. C'est aussi pour ce côté réathlétiseur qui, je trouve, est pas toujours hyper bien compris. Et bon, on partage un peu cette même passion, même si moi, je ne me qualifie pas comme réathlétiseur, c'est-à-dire je ne vais pas sur terrain spécialement, mais j'ai quand même cette passion aussi de pousser le patient aussi après sa rééducation. On pourrait parler de plein de choses aujourd'hui, parce qu'on a beaucoup de centres d'intérêt communs, mais on va essayer de se centraliser quand même sur, on va dire, une thématique qu'on apprécie tous les deux, donc la réathlétisation, si je peux dire. Déjà, avant de, au final, discuter davantage de tout ça, je propose que tu nous éclaircisses un petit peu les termes. Donc, parce qu'on voit beaucoup de termes passer, rééducation, réhab, réathlétisation, Mhm. préparation physique. Au final, il y a pas mal de termes. On peut les lire un peu partout sur Insta ou sur les réseaux, ou même autre part que sur les réseaux, mais principalement sur les réseaux. Euh, Quelles sont les différences entre ces termes? Voilà, même réathlétisation, qu'est-ce que ça Ouais. signifie? Bref, voilà, est-ce que tu pourrais un peu nous déblayer le terrain à ce niveau-là? On se méprend, je pense, en francophonie quand on parle de réhab, de rééducation et de réathlétisation. Même avec les médecins, on s'y perd un petit peu, avec les patients aussi. Le mot réathlétisation, on entend souvent ça de la bouche du corps médical comme étant, tu sais, cette partie où on va plutôt faire du renforcement, faire du fonctionnel. Et pour moi, je pense qu'on s'y méprend un petit peu. La réathlétisation, c'est bel et bien remettre de la gestuelle sportive spécifique en place pour rééduquer notre patient. Donc on est vraiment sur une fin de rééducation. C'est-à-dire que le patient, il a déjà couru, il a déjà fait des travaux de force, il a déjà fait tout ça et on est beaucoup plus dans
quelque chose de fonctionnel, on le rapproche près du sport. Tu sais, il y a ce consensus, je pense que tu le vois avec ces deux grosses bulles où au milieu, on a une phase où on est entre la réhab et la performance, Mhm. avec des phases de réhab différentes. On parle de tu sais, OFR, RTT, RTC, RTP. Tous ces mots-là, ils sont un peu bâtards et puis on sait plus ce que c'est vraiment le vrai RTP, le vrai return to play. Moi, je Mhm. différencie le RTP de la réathlétisation. La réathlétisation, c'est tout le processus qu'il y a eu avant, afin d'arriver au retour to play ou au retour à la compétition. Donc, je pense que là-dessus, c'est peut-être là Ok. aussi, tu l'entendais de la même façon que moi. Ouais, 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 tout à fait. En termes de réhabilitation, une fois qu'on a validé certaines phases, on est un petit peu dans un entre-deux entre de la préparation physique et puis de la kinésithérapie, mais pour moi, ça reste toujours de la rééducation. Il ne faut pas s'y méprendre, c'est pas parce qu'on fait des travaux de vitesse, des travaux de reprise de course à pied, de filières énergétiques, qu'on n'est plus dans la kiné. On est toujours dans la kiné et on est dans cette belle phase qui est la réathlétisation. Donc, une fois que la rééducation est finie, on passe en réathlétisation pour ensuite passer sur de l'entraînement. Et là, on passe la main, je pense, au préparateur physique. Mais pour moi, un préparateur physique, même J+1 d'un LCA, par exemple, il peut être avec nous et travailler avec nous, ça, il n'y a pas de problème. Ok, ok. Donc, parce que c'est vrai qu'il y a souvent une confusion qui est faite, je pense, et en fait, on va dire, une question me vient aussi, mais c'est cette idée de se dire, ok, de nos jours, la kiné, c'est beaucoup d'actifs, tu vois, on prône beaucoup l'actif, et parfois, on peut lire des gens dire, ben, ok, mais si on fait que de l'actif, entre guillemets, ou beaucoup d'actifs, qu'est-ce qui nous différencie d'un coach sportif, tu vois? Parce qu'au final, un squat reste un squat. Alors oui, je pense que le kiné le donne dans un cadre pathologique, entre guillemets, avec une douleur, mais, euh, mais je trouve que vraiment toutes ces limites, elles tendent à presque s'effacer au fil du temps. J'ai l'impression que c'était beaucoup plus scindé il y a 10 ans que maintenant, où j'ai l'impression que même de plus en plus de coachs, ben, en fait, même quand tu es coach, je vais même le dire comme ça, même quand tu es coach, tu Mhm. es confronté à des gens qui ont des douleurs, tu vois. Et alors, je me dis, c'est chaud de parfois piger la différence entre un kiné qui fait beaucoup d'actifs, qui est au final le nouveau paradigme de la kiné, je pense, enfin nouveau, entre gros guillemets, et un coach, tu vois. Tout à fait. On est dans une phase très hands-off, hands-on, hands-off, et on en oublie maintenant un petit peu bah, d'être que des thérapeutes. Mais en fait, j'ai envie de te dire, qu'est-ce qui marche vraiment? Ce qui marche, c'est le renforcement musculaire, c'est d'aller mettre aussi ses REM sur le dos de ton patient et puis faire de la réhab de cette façon-là. Donc que tu sois coach ou que tu sois kiné, le plus important, c'est pas de mettre les gens dans les cases ou ce conflit d'intérêts, mais c'est de faire du bien à son patient ou à son athlète. Ce qui marche chez le renfort, ce qui marche, c'est de les faire bouger avec de la vitesse, avec de la force et donc de la puissance. Et ça résout ce paradigme, comme tu disais, il résout déjà beaucoup de mots MAUX. Donc Ouais. du coup, je pense qu'il faut aller là-dedans, il faut continuer de travailler là-dedans, que ce soit avec des coachs, des prépas, des kinés, du moment que la personne elle est bien entourée, que c'est EBP, que c'est vraiment dans une volonté médicale, scientifique et active. Pour moi, il y a zéro problème. Il faut laisser de côté un peu nos armes. Mhm. Pour revenir sur comment on scinde un petit peu ce côté-là, je te parlais des deux bulles avec la réhabilitation et la performance. Le mieux, c'est de se dire, une fois que j'ai fini la rééducation en salle, on passe sur le terrain. Et sur le terrain, ça peut très bien être un terrain de handball, ça peut très bien être un cours de danse, ça peut très bien être un stade de rugby. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais on parlera du on-field rehab, du OFR. Et cet Ok. OFR-là, avant de parler de RTP et tout ça, les kinés, s'il vous plaît, parlons de OFR. Parce que c'est tellement important de se dire on-field rehab first avec notre patient et ensuite on pourra parler de vrai retourne to play. Quand je suis sur un terrain avec un footballeur, jamais il va travailler avec un ballon au pied. Il va travailler sans ballon, avec des cônes, avec des lattes, avec ce que tu veux, et on va faire du travail sur du volume, sur un espace qui n'est plus celui du cabinet. Donc, si c'est réalisé avec un coach, avec un kiné, avec le kiné ne se sent pas forcément de le faire et qu'il veut s'entourer d'un préparateur physique, bah, peu importe, mais il faut que votre patient y aille. Vraiment, c'est le plus important, c'est le patient, et respectons cette phase OFR pour tous nos patients. Je pense qu'on l'oublie trop. Ouais. Mais ça, je me demandais, tu vois, toi qui vas sur terrain comme ça avec tes patients, alors ça va être un peu brut comme question, mais financièrement, comment tu t'organises ça dans le sens où ou alors c'est des gens que tu as dans une équipe que tu suis peut-être, mais imaginons, moi j'ai un footballeur qui vient, machin, tu te dis, ok, tu vas aller sur terrain, donc en fait ça te prend quand même ben, facilement 2 heures de ton temps, enfin ça dépend à quel point il y a un terrain proche chez toi, mais comment organiser ça? Parce que moi, personnellement, je me vois mal me dire, OK, ben, je vais me prendre presque
en tout et pour tout presque une matinée, ou j'exagère un peu, mais c'est pour un peu peindre les traits, pour au final un patient. Et je dis pas, je trouve que c'est capital qu'il retourne sur terrain, et je trouve ça incroyable que le kiné puisse le faire. Mais comment on s'en sort en fait quand tu as des patients de base, tu vois, de 8 à 12, tu vois, je sais pas, dis-moi un peu toi comment tu t'organises tout ça, si c'est pas indiscret évidemment. T'as soulevé le biais, en fait, le biais ultime sur cette problématique et la réathlétisation, c'est comment on la met en place. Je parle de biais parce que c'est terrible. Pour moi, on va à l'encontre même de la rééducation de son patient parce que le kiné ne sait pas ou ne peut pas sortir de quatre murs. C'est terrible parce qu'on est sur un problème d'ordre d'utilité de santé publique, mais on ne le sait pas. Mais si on ne va pas jusqu'au bout de cette phase de réathlétisation-là, pour moi, on n'a pas rééduqué suffisamment son patient. Et donc oui, comment on fait quels sont les rouages un petit peu techniques et puis logistiques et surtout financiers pour ça. Écoute, je vais parler de la France. En Belgique, c'est peut-être un peu différent. Mhm. En fait, en France, on n'a pas le droit d'exposer aux yeux de tous la pathologie de son patient. Le secret professionnel, c'est pareil pour toi, pour la Ouais. Suisse, pour tout le monde, au Canada compris. Ça, c'est une règle d'or mondiale. Et donc, j'ai pas le droit de sortir avec mon patient et de lui dire, viens, on va aller faire du changement de direction dans un parc ou sur un terrain, parce qu'il va y avoir d'autres gens tout autour et ils peuvent se dire, bah, tiens, ce mec-là est en train de se faire rééduquer. Bon, Ok. ça, c'est ce que l'ordre m'a dit. Et c'est ce que l'ordre textuellement peut t'écrire et te dit, vous exposez aux yeux de tout le monde la pathologie de votre patient. Il s'agit d'une pratique Ok. foraine de la kinésithérapie. Donc, Ah, je en savais fait, pas. je suis un clown pour eux, d'aller Ok. sur un terrain et je fais complètement, en fait, je vais à l'encontre du secret professionnel. Alors, du coup, quid des plateaux techniques où il y a 8 patients en même temps, tu vois, dans des Ouais. cabinets ou dans des centres de réhab. Bon, voilà, Mhm. j'ai répondu à ce mail de cette façon-là. Je pense que ça leur a pas plu parce que j'ai jamais eu de réponse. Mais bon, du coup, ce que je fais, c'est que je me bloque une après-midi semaine. J'aimerais plus, mais je peux pas par rapport à la vie privée, par rapport au Mhm. cabinet, par rapport à tout ça. Et donc, je me dis au moins une fois dans la semaine, c'est bien. Donc, tous les vendredis après-midi, de 15 heures jusqu'à 18 heures, je vais sur un terrain, Ok. sur la couronne parisienne. Je vais sur des terrains publics. Les terrains sont publics, il n'y a qu'à taper le nom du stade sur Google et puis il y a écrit stade municipal et vous avez le droit d'y aller. Des fois, il y a des créneaux, mais normalement, c'est dans nos impôts. On paye pour ça, donc on a le droit de jouir des parcs ou alors des stades municipaux. Et j'arrive avec mon matos, avec un gros sac. Je me suis fait un sac de réathlé au cabinet. Et puis, j'ai donné rendez-vous, comme sur Doctolib, mais j'ai mis une notification réathlétisation sur Doctolib. Et sur mon agenda en ligne, ils peuvent prendre rendez-vous pour de la réathlétisation. Mhm. Et je sais du coup qu'on se donne rendez-vous là-bas, ils ont les informations par mail, ils ont tout. L'heure de rendez-vous, il n'y a pas de vestiaire, il y a un vestiaire, prenez une bouteille d'eau, vous devez vous changer, puis on se retrouve là-bas. Alors, je te le dis, mais euh, normalement, j'ai pas le droit de le coter comme une séance Ouais. qui est remboursée par la sécurité sociale. Donc, du coup, je dois faire un hors nomenclature, un HN. Ouais. Et ce Ok. HN-là, du coup, les patients ne seront absolument pas remboursés dessus. Et pour moi, on Ok. va, et là, c'est ma bataille, hein, mais je vais complètement à l'encontre de la rééducation de mon patient, parce que du coup, je le fais payer pour sa propre rééduque, c'est de la rééducation. Et Mhm. pour soigner un ligament croisé antérieur, il faut que j'aille forcément sur un terrain à un moment donné. Donc, on m'empêche, et la Ouais. législation actuelle, les codes, m'empêchent de bien rééduquer mon patient. Alors, je le tourne à mon avantage, ça. Je comprends ce besoin de secret professionnel, mais pour moi, on marche sur la tête. Et en fait, c'est parce qu'on est un peu retard là-dessus. On est complètement en retard de certains autres pays où ça, ils l'ont bien compris. Alors, où ils ont l'espace et ils ont plein de thunes. Sur Paris, quand tu as des fois un cabinet de 30 mètres carrés, tu peux pas faire ça. C'est pas Ouais. possible. Donc, tu es obligé pour la bienséance de ton patient d'aller et de sortir dehors. Ouais. Donc, je leur demande le même tarif qu'une séance au cabinet. En France, tu es remboursé ou pas remboursé. Sur Paris, on a la chance d'avoir du dépassement d'honoraires. Donc, moi, je le dis, hein, je suis à 50 euros la séance et je Mhm. passe 3 quarts d'heure avec mon patient sur le terrain. Ouais. Je lui explique qu'il va y avoir d'autres personnes aussi avec lui, mais je m'engage à ne prendre que des gens qui font ou le même sport ou qui ont la même pathologie et qui ont besoin de travailler les mêmes patterns. Ouais. Donc, typiquement, je prends que les LMA entre eux, que ce soit sprinter ou que ce soit footballeur ou n'importe quoi. Je prends tous les membres supra avec les membres sup et je prends que les gens qui ont une entorse de cheville avec les gens qui ont une entorse de cheville. Voilà, voilà comment je Ok. m'organise. Et puis, j'en prends pas plus de 3 ou 4 ensemble. Et quand j'ai quelqu'un avec des besoins spécifiques, comme du testing, comme besoin de faire un screening, eh ben là, je le prends en one-one. Alors oui, je suis perdant financièrement et je serais mieux à être au cabinet et à faire du une demi-heure par une demi-heure. Mais Mhm. j'en ai besoin dans ma pratique en tant que praticien, c'est un game changer même pour moi, de faire de la réathlétisation. Je vois tout ce que j'ai fait au cabinet, je le mets en pratique
Et ne serait-ce que psychologiquement, ça me fait du bien aussi de revoir courir mon patient et d'en être arrivé là, main dans la main avec lui. Donc j'ai Mhm. besoin de tout ça. Et voilà, je pense que ça répond pas mal à la question comment je m'organise. Ouais, ok. Donc, ouais, on s'en sort comme on peut, mais on est bien d'accord que que le système nous facilite pas la tâche, quoi. Non. Donc, Du coup, il faut avoir une carte. Si on veut vraiment sortir de ce système de pro de santé et plus du tout être en rapport avec la Sécu, il faut avoir une carte d'éducateur sportif. Tous les kinés en France ont le droit de la demander. Cette carte-là, elle est gratuite sur le site. Tapez carte éducateur sportif et puis vous faites la demande. Moi, j'ai reçu la mienne. Et en fait, si un jour on m'embête là-dessus, bah, je dis, ben non, c'était comme un cours collectif. Et en fait, les ah kinés oui. ont le droit d'organiser des cours collectifs pour du coaching, du bien-être, comme par exemple en maison de repos où tu vas avoir un groupe de 10 personnes et puis tu fais du stretching avec les vieux. Ben, c'est la même chose. J'utilise ma Ok. carte d'éducateur sportif et ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé une modification de mon assurance professionnelle, de ma responsabilité civile professionnelle. Et avec ma RC Pro, je les ai appelés, j'ai dit salut, je vais faire de la réathlée, est-ce que sur un terrain je peux être couvert? Oui, ça rentre dans vos garanties, on le modifie, alors que ce n'était pas de base. On modifie le fait que ce n'est pas que au cabinet et à votre adresse professionnelle, mais en dehors aussi, dans tel et tel truc. Et en fait, j'ai pas le droit juste d'être assuré pour de la compétition. Ok. Je pense qu'ils ont une ligne juridique. Et si un jour j'assiste, avec une association et j'assiste à une compétition et je remets une épaule, j'ai pas le droit de le faire en place, et que le mec se retourne contre moi, eh ben Ouais. voilà, là je suis pas du tout assuré. Alors que là je le suis et je refais mal à mon joueur sur un ischio ou un LCA, eh ben je suis couvert. Ok. Ouais, mais tu vois, c'est hyper intéressant parce que ça donne vraiment des idées concrètes de, ok, comment toi, tu as mis ça en place et je pense que ça pourra en inspirer plus d'un. Et moi, quand tu me dis 50 euros pour 45 minutes, moi, ça me choque absolument pas, hein. Enfin, tu vois, C'est le prix franchement, des coachs sportifs. Les bah, coachs sportifs sont à 50 l'heure pratiquement, mais ils restent en one-one, je pense. Alors ouais, on est bah, tu assez vois, proche, ouais. franchement, c'est hyper honnête. Et tu fais bien de rappeler qu'il faut faire gaffe à son assurance pro parce que, pour l'anecdote, moi, j'ai exercé 2 ans en pensant que j'étais assuré alors que je ne l'étais pas. Euh, donc vraiment horrible. Non, mais en gros, l'assurance, c'était au début de ma pratique. Ils avaient dit oui, la première année c'est gratuit et parce que voilà, offre de starter, machin. Deuxième année, vous payez, blablabla. Je fais ok, génial, je souscris. Bon, première année en plus, tu charbonnes, c'est-à-dire que tu te dis vas-y, je veux bouffer le monde entier. J'étais dans 4 cabinets en même temps, je travaillais le week-end en garde à l'hôpital, donc avec Wow. des post-op. Bref, le contexte parfait pour avoir un accident à un moment donné. Et heureusement, j'en ai jamais eu. Mais et puis au bout de 2 ans, je me dis mais merde, j'ai toujours pas payé cette RC. Est-ce qu'ils m'ont pas oublié? Je vais quand même payer mes dettes. Et ah non, en fait, vous étiez pas assuré. Et donc toujours bien faire gaffe parce que pour le coup, là, j'ai été en hôpital, j'étais avec des patients opérés cardiaques et tout. Parfois, enfin, il aurait pu se passer 1000 choses. Ah ouais, quand même. Euh, Ouais. ouais, surtout qu'un jour, j'ai oublié, enfin, j'avais mal mis le. Putain, je raconte des trucs qui sortent de nulle part, mais j'étais en garde en gériatrie et je m'en voudrais toute ma vie parce que je promenais, en tout cas, je faisais une petite balade avec une charmante mamie qui sortait de sa chambre, qui avait besoin d'oxygène, BPCO en fin de. Je pense plutôt en fin de vie, malheureusement. Je prends la bouteille d'oxygène, machin, je mets. Puis je vois qu'après 10 mètres, ça va pas trop, quoi. Je me dis, merde, qu'est-ce qui se passe? En fait, j'avais oublié d'allumer la bouteille d'oxygène. Et, de- et depuis lors, je vérifiais 10 000 fois ces bouteilles d'oxygène. Bref, tout ça pour dire que faites gaffe à vos RC Pro. Vérifiez, envoyez un mail Total. pour être sûr. Parce que l'excuse du mec, ça a été ah oui, mais ma collègue m'a. Parce que sa collègue m'a dit c'est bon, c'est en ordre, par mail. C'est pour ça que techniquement, j'aurais pu me défendre de toute façon. Mais elle m'a dit ah non, mais elle a dû oublier de cliquer sur valider. Je fais, ah ok, super. Bon, ben, on en est là. Donc, donc voilà. Mais bref, tout ça pour dire RC Pro, attention. Et puis, comme quoi, il y a moyen aussi, pour revenir au sujet, de, de faire de la kiné sur terrain. C'est juste qu'il faut débloquer du temps, je suppose. Et Ouais. il faut le temps aussi que la patiente, elle se fasse. Parce que c'est vrai que quand tu me dis que tu regroupes tes patients par pathologie, bah, quand tu en as un, c'est difficile au début, je me doute. Mais maintenant que tu en as plusieurs, c'est plus chouette aussi. Ouais, mais quand on travaille dans une structure, on travaille forcément avec d'autres collègues et les autres collègues, ils n'ont pas forcément envie d'aller s'embêter sur un terrain quand il Ah oui. pleut ou quand il neige ou quoi. Et en fait, tous mes collègues sont prévenus sur notre groupe WhatsApp dès qu'un patient est OK pour aller en réathlétisation. Donc en fait, du coup, on a une codification et un process hein, pour envoyer quelqu'un en rééducation. On l'envoie pas comme ça sur «Oh, il va bien, je te l'envoie». Mhm. Une fois qu'il a tout validé, il m'envoie un WhatsApp et me dit «OK, monsieur Untel, j'aimerais bien que tu le vois et que tu me dises ce que tu en penses». Et après, ben,
avec le patient, on voit combien on peut faire de réathlé ensemble aussi. Les patients, OK. c'est sur des heures de bureau aussi, donc il faut qu'ils se débloquent du temps. Faire de la réathlé Ouais. après 20 heures, j'ai ma vie, donc je peux pas. Ouais. Eux, ils aimeraient bien, mais donc du coup, moi, je la fais souvent, voilà, en fin d'après-midi sur le vendredi, quand il y a du TT, quand il y a tout ça aussi, et maintenant, on peut le faire. Mais mes Ouais. collègues m'envoient des patients, et donc du coup, bah oui, je peux jouir d'un petit groupe. À chaque fois, j'ai forcément un petit groupe. Au début, j'y suis allé, j'en avais qu'un. Puis après, ça s'est vite fait, deux, trois, quatre. Et maintenant, j'ai un groupe à chaque fois qui tourne. Et au bout d'un moment, j'arrête de les voir. Et puis, c'est quelqu'un qui prend la place, quoi. Mais je peux faire OK. facilement. Alors là, avec la rentrée et tout ça, non, ça le fait pas. Mais avant l'été, j'étais à deux groupes de quatre. Et c'était 4 et 4, tu vois. Et je restais au moins une heure le temps qu'on blablate et tout ça. Et un deuxième groupe arrivait, quoi. Mais Ah y OK. aller pour voir une personne et revenir en voiture, en train, en ce que tu veux et tout ça, c'est pas intéressant. Donc, il faut aussi que le physio se respecte là-dessus. Ouais, c'est ça. Et tu vois, on parlait de réathlétisation. Est-ce qu'aujourd'hui, n'importe quel kiné, entre guillemets, qui veut faire de la réathlétisation, légalement, est-ce qu'il peut? Ou est-ce que c'est quand même encadré légalement? Moi, je ne connais pas du tout, vu que là, ici, on parle plus en termes en France, on Ouais. va dire, parce que, allez, 90% des gens qui nous écoutent sont en France, je pense, là. Donc, on va rester en France. Mais est-ce qu'il y a un cadre légal derrière tout ça? Ou est-ce que Ouais. tu te lèves Bah, le je vais te matin, le tu lire. dis, ah, bah, incroyable. Je vais te le lire, ouais, je vais te le lire, l'échange de mails avec ces chères personnes de l'ordre. Alors, est-ce que je peux l'avoir en entier? Tu couperas là un peu, mais attends. Ouais, ouais, t'inquiète. Ouais, c'est bon. Attends. Ah oui, il faut que je réduise comme ça. Ok. Du coup, j'ai écrit à l'ordre et je leur ai dit, je leur ai demandé en fait simplement si je pouvais faire de la réathlétisation. Parce que j'aurais bien expliqué dans un texte, si je ne vais pas faire du sprint avec une LMA ischio janvier, je ne rééduquerai pas, désolé, je ne rééduquerai pas totalement cette lésion musculaire. Donc je pense qu'ils s'en foutent royal de ce que je leur dis, et puis eux ils sont dans leur texte de loi, ce qui est normal, ils doivent avoir un Mhm. avis par rapport à la Sécu, par rapport à tout ça. Alors, vous nous interrogez savoir s'il est possible pour un masseur kinésithérapeute d'exercer en milieu extérieur. En l'occurrence, un exercice de la massokinésithérapie en dehors du local professionnel est contradictoire avec le respect du secret professionnel, comme je te le disais. À ce Ouais. titre, et conformément aux dispositions de l'article R 4321-117 du Code de la santé publique, l'exercice forain de la massokinésithérapie est interdit. Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par le conseil départemental de l'ordre dans l'intérêt de la santé publique ou pour la promotion de la profession. On y est tout à fait. Donc du coup, j'avais renvoyé, comme il me demandait, une dérogation. Je n'ai pas eu Mhm. réponse à ma dérogation. Elles sont prises en considération à l'intérêt de la santé publique ou pour la promotion de la profession. On est en plein dedans. Et là encore, le même article, mais la page 114, me dit le masseur kinésithérapeute dispose au lieu de son exercice professionnel d'une installation convenable et de moyens techniques suffisants par rapport à la nature des actes qu'il pratique. Les locaux doivent permettre le respect du secret professionnel, en particulier les vitrines, porte-fenêtres et machin. Voilà, Wow. c'est des bureaucrates qui sont formatés sur, il me demande une question, je lui réponds ça. Et en fait, non, ce n'est pas en rapport avec la bienséance de la kinésithérapie et du secret professionnel. Ok, on sait les gars, ok. Qu'est-ce qu'on fait pour bien rééduquer nos patients maintenant? Ouais. Il faut qu'ils fassent du sprint, du changement de direction. Réveillez-vous, il faut Ouais. qu'on le fasse. Donc, mettez-nous à disposition des nouveaux textes et tout ça pour qu'on y aille. Mais comme la kinésithérapie du sport est une spécialité, une spécificité, pas tant que ça selon moi, Ouais. eh ben, du coup, on ne s'y intéresse pas forcément. Tu vois, il y a peut-être d'autres problèmes d'ordre public aussi. Et là, j'ai envie de te parler de chiffres. Ça m'amène Ouais. vraiment à étayer mes propos avec des chiffres. 30 à 40, si on parle de LCA, 35 à 45% des patients ne parviendront pas au retour de tout sport. 35 à 45% des gens qu'on encadre ne reviendront pas sur un LCA, ne reviendront pas au retour au sport normalement. C'est Pratiquement énorme. la moitié. Et 65% d'entre eux, de toute cette population de LCA, ils rejoueront au même niveau 3 ans après. Donc ça veut dire qu'il y a 35% de gens qui ne vont pas rejouer au même niveau. C'est pas possible. Ouais. Ok, on est sur du loisir. Et ok, au niveau professionnel, c'est différent parce qu'on fait de la réathlétisation en structure. Mais pourquoi on n'en fait pas avec les civils? C'est Ouais. la même chose. Je rééduque un Mbappé comme je rééduque un Jordan qui joue en District 3 de la même façon. Il a le Ouais. droit, le mec. Il paye ses séances. Donc du coup, j'ai du mal avec ça parce que j'aimerais aller avec tout le monde. Et puis là, tu vas peut-être être d'accord avec moi, mais au bout d'un moment, même nos patients, ils nous filent un peu entre les pattes. Ils retournent un Mm. peu dans la nature. Il y a eu les vacances, il y a eu un mariage, il y a eu la cousine qui a accouché, machin, je sais pas quoi. Et en fait, du coup, on les perd. Et on se dit, Ouais. putain, il prend plus rendez-vous avec moi. Mais il me Ouais. restait ça à valider.
Et il Ouais. se dit même pas, le patient, c'est pas son boulot, que sa rééducation, elle est terminée. Donc, ça pousse aussi à nous, de façon verbale, à discuter beaucoup avec nos patients. Et lui a expliqué que ça va être un long chemin et que son chemin, c'est toi le maître du jeu et c'est toi qui lui dis quand est-ce que c'est fini. Et que c'est pas une règle financière pour que tu le vois plus souvent et que tu le factures plus souvent. Mais pour lui Mhm. dire, si on va pas jusque-là, pour moi, t'es pas rééduqué. Après, Ouais. il en fait ce qu'il veut. Je sais pas comment toi ça se passe, mais Ouais. je remarque ça au cabinet. Ouais, mais pareil, en fait, ça dépend aussi du. Tu sens vite, il y a des patients qui vont être un peu comme ça et d'autres qui vont être beaucoup plus. Euh, allez, qui vont vraiment attendre ton go. Mais c'est vrai que dans la plupart des. Enfin, je dirais 2 tiers du temps, en fait, le patient. En fait, dès qu'il va mieux, dès qu'il se sent un peu mieux, etc., déjà, j'ai l'impression qu'il pense moins au kiné et qu'il se sent moins. Pas dépendant parce que j'aime pas ce terme, mais qui se sent moins, je sais pas, accroché à la kiné en mode j'en ai besoin et tout. Ouais. Et j'ai déjà eu des patients, ouais, totalement. Je pense l'année passée, ça m'a le plus marqué. Genre, on était à un patient LCA, mais donc ligament croisé antérieur, pour ceux qui nous écoutent, parce que j'essaye de parfois préciser aussi nos abréviations. Genre, quand Pete dit LMA, c'est lésion myo-aponeurotique, donc c'est une lésion musculaire pour ceux qui nous écoutent. Euh, un gars LCA, le gars, tu sais, ce genre de patient qui il sort d'opération, tu sais même pas s'il a vraiment été opéré tellement j'exagère, mais il va bien, tu vois. Mm. Ses amplitudes, tu te dis, mais attends, mais on a vraiment coupé dedans ou, enfin, tout est magnifique. Il a son extension quasi directe, enfin, voilà. Je vois trop. Et même en charge et tout, il a zéro douleur. Tu te dis, mais qui- genre, parfois, tu te dis vraiment, est-ce qu'il n'y a pas eu une fausse chirurgie et que c'est ce qui fait pas partie d'un protocole d'étude? Bref, trop bien, machin. Tu te dis, chouette. Ben, en fait, après 3 mois, ben, il allait tellement bien qu'il commençait à plus trop reprendre rendez-vous. Puis un jour, il reprend pas rendez-vous pour X ou Y raison. Et puis j'envoie un petit message un mois après parce que tu sais, au début, tu dis bah, il va reprendre ou quoi. Il fait ah non, mais ça va, machin, j'arrive à faire ça, ça, ça. Et puis en fait, J'ai je l'ai refait plus du foot revu. avec les Oh. copains. Ah, mais c'est presque ça. Et je l'ai Ouais. plus revu. Et je sais pas comment il va actuellement. Et il me dit ah mais et ses patients sont reconnaissants. Ils disent ah mais merci en tout cas et tout. Et je fais mais on n'avait pas fini. Ouais, Et voilà. t'as beau essayer de lui expliquer et tout, je sais pas, il y a ce truc où il fait oui, oui, mais je reprendrai rendez-vous. Et alors, tu le relances 2 fois, 3 fois. Après, à un moment, c'est pas mon genou. Donc, tu vois, Tout à fait. on n'a pas non plus l'énergie de tout le temps. Enfin, pour moi, c'est le patient qui doit aussi penser à nous et pas nous à penser à tous les patients qu'on a Non, parce que non. c'est déjà hyper chronophage et énergivore. Mais donc, oui, totalement. Et ça, il y a même t'étends ça plus loin que juste les LCA. En fait, dès que le patient va mieux, tout court, parfois, tu n'as plus trop de ses nouvelles. Et puis, quand t'en prends, il Ouais. fait ah oui, mais oui, non, ça va. D'ailleurs, merci. Il fait bon, ben, super la reconnaissance. Quand un patient au cabinet il fait ses séries, ses répétitions, au lieu de regarder les mails du cab, je reste devant lui et je lui dis, bon alors, voilà ce qu'il nous reste à faire. Il faut qu'on bosse sur la fin de ta force, il faut qu'on bosse sur tes qualités pliométriques. Et puis grâce à ça, on pourra peut-être travailler un peu de sprint. Ah oui, du Mhm. sprint machin, t'as l'habitude d'en faire? Ah non, ok, bah il faudra qu'on aille sur un terrain, tu vois, sur 20 mètres, sur 30 mètres, sur nana. Et je Ouais, discute avec lui. Et le mec, il me regarde en mode, ah ouais, putain, mais il y a un process. En fait, on va monter une structure, quoi. ouais, C'est, c'est, euh, c'est un chalet suisse le truc, et c'est ouais, latte par latte qu'on va réussir ensemble à faire quelque chose. Il en fait ce qu'il veut, il restera maître de sa rééducation, comme tu dis, c'est pas mon genou. Et tu as tout ouais, à fait raison. Mais au moins, tu as fait ton travail en expliquant de façon verbale où on va, parce qu'ils ne savent pas. Et comme nous, on ne sait pas ce que font les autres dans leur boulot. Il y a les patients qui nous parlent de marketing, de machin, de trucs, on ne sait pas ce qu'ils font dans leur travail, donc eux, ils ne savent pas non plus ce qu'on fait en kinésithérapie. C'est normal, c'est notre ouais, taf à nous de leur expliquer et de leur expliquer jusqu'où on est capable d'aller ensemble. Je pense que tu vois, les gens, ils pensent on est des gens qui gèrent la douleur, point barre, et mhm. qui rééduquent, et puis on a retrouvé un quadriceps bien, et puis c'est tout. Mais c'est à nous de leur expliquer qu'on est capable de faire plein de choses et qu'on est formé sur plein de choses aussi. Mais ils le savent Ouais. pas, c'est tout. Ouais, non, c'est clair. Et je pense que tu fonctionnes aussi comme ça, comme beaucoup, mais et comme moi aussi maintenant. Même c'est pour ça que je trouve ça intéressant de se baser sur les critères, tu vois, par exemple pour les rééducations des croisés, tu vois, de dire, OK, on valide tel critère, tel critère, tel critère, et puis on passe à la phase suivante. Et comme tu l'as souligné, c'est important, je pense, de le montrer au patient. Ça lui montre des trucs beaucoup plus concrets que juste lui dire, ah, mais non, mais à 3 mois, on pourra faire ça, à 6 mois, on pourra faire ça. Ça lui semble déjà hyper long, tandis que les critères, enfin, fonctionner par critères, je trouve ça beaucoup plus enfin, pertinent, et c'est pas moi qui le dis d'ailleurs, hein, c'est la littérature aussi. Mais c'est vrai que ça, je trouve que c'est aussi un game changer. Ça permet aux patients quand même de voir quels critères il a coché. Et j'en ai en fait qui voient ça comme un jeu en fait. Et je trouve que Ouais. gamifier
Ouais. la rééducation, c'est hyper bien. Donner des petits objectifs, dire voilà. Enfin, limite, ils comprennent pas tout. Tu vois, tu leur dis, ah, moi, je veux que tu puisses faire, je sais pas, moi, j'invente 20 gobelets de squat à 40% de ton poids de corps. Il sait pas trop ce que c'est, mais il dit, vas-y, j'ai envie de le valider s'il a un peu de compétition ou quoi. Et ça, je trouve ça hyper intéressant et important à faire plutôt que toujours juste parler en termes de cicatrisation biologique, de machin, qui Ouais. parlent pas spécialement aux patients, tu vois. Et puis il y a aussi les grands maîtres qui doivent nous aider, hein. Je parle des chirurgiens là-dessus ou des médecins du sport. Je sais pas, est-ce que toi tu t'orientes, enfin, tu travailles toujours avec les mêmes ou est-ce que c'est un peu random sur Bruxelles? On va dire, j'en ai quelques-uns où je sais que quand je reçois les patients d'eux, je me dis, ça, c'est des chouettes patients, ou enfin des chouettes patients, non, mais Hmm. je sais qu'ils ont été Des bien chouettes opérés en rééduques. principe. Ouais, c'est ça. Ouais. Et je me dis que s'il y a un truc qui va pas, c'est vraiment que le patient a pas de chance parce que, voilà. Mais j'avoue qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de chirurgiens sur Bruxelles au mètre carré aussi. Hmm. Mais clairement, il y a, pour le LCA, j'ai en tête 3-4 personnes, Ouais. enfin 3-4 chirurgiens où j'envoie systématiquement s'il faut, quoi. On peut jamais choisir, hein, le praticien avec lequel on va travailler. C'est ça. Comme tu le dis, tous les deux dans des capitales européennes, eh bien, on peut pas choisir. Mais quand on réoriente, moi je réoriente souvent vers les mêmes parce que je sais qu'ils savent ce que je fais. Et Ouais, maintenant, les chirurgiens forts d'échanges par mail et même au téléphone, ils disent, OK, je sais qu'avec, ils se le disent, je sais qu'avec ce petit gars-là, mon patient, il va faire ça, 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 il va aller jusqu'au bout. Donc maintenant, les chir leur disent, avec Pierre, tu vas faire ça, ça, ça. Alors ouais, que je pense, et c'est là le parallèle que je veux faire, il y a beaucoup de chirurgiens, c'est tendez la jambe, ils regardent, oui, bon, il n'y a plus d'œdème, et la force, bon, ça va, ok. Eh ben, à tel mois, et là, on sort un chiffre, à ouais. 6 mois, 8 mois, 10 mois, tu pourras reprendre. Mais Mhm. quoi? Mais tu Ouais, pourras reprendre quoi? Dans quelles conditions? Et pourquoi, pourquoi ce chiffre-là? On rééduque un ouais, patient, on rééduque pas une pathologie. Et donc, des chirurgiens qui vont dire, bah, tiens, à tel mois, tu peux reprendre le sport, il ne sait même pas ce qu'on a validé en rééducation. Et puis, ouais. il prendra peut-être pas des fois la peine de regarder ce qu'on a fait. On lit et on lit tous les jours des comptes rendus opératoires avec tiens, j'ai fait une suture, machin, nana, on se demande même ce que c'est. Nous, on se fait chier à lire. Les médecins, s'il vous plaît, lisez ce qu'on fait parce que c'est nous la fin de la rééducation. Et sachez qu'on fait de la réathlétisation. Et ça permettra aussi au chirurgien d'adapter son discours et de dire à son patient maintenant, tu rentres dans une phase de réathlétisation, il faut la faire, elle est importante. Et on écoute la plupart du temps souvent celui qui a opéré que des fois son rééducateur. Je pense Ouais. que les médecins doivent aller aussi dans notre sens et les chirurgiens aussi et dire ce n'est pas fini, tu dois continuer de bosser. Quand tu as un check-up à un an, ils doivent avoir ce discours-là parce que sinon après les mecs ils fuient. Ouais, on les Ouais. revoit plus. Non, carrément. Non, c'est clair, hein. Mais je trouve que, tu vois, en tout cas en Belgique, c'est pas toujours évident de, en plus, prendre contact avec les chirurgiens, etc. Il y a Mm. très peu. Tu vois, les kinés, tu tapes n'importe quel kiné, tu as souvent au moins son mail ou au moins son numéro de téléphone. Ici, tu tapes. Bon, après, Ah ouais. ouais, ici, enfin, en tout cas, nous sur Bruxelles, tous les kinés, on est sur les. Enfin, on est hyper accessible, tu vois. Tu tapes n'importe quel kiné, généralement, tu sais entrer en contact avec lui directement. Les chirurgiens, c'est quasi, enfin, c'est quand même assez rare. Il y en a qui le font, qui mettent sur la, ça j'aime bien, sur la prescription. Tu vois, ils mettent leur numéro ou quoi, mais c'est rare. Genre, je pense que j'en connais un ou deux. Mais sinon, en fait, soit tu dois passer par le secrétariat, mais en fait, c'est T'as bête, la mais c'est barrière. des, ouais, c'est des étapes où tu dis, oh, flemme, parce que tu vas devoir, il va devoir te recontacter s'il te recontacte. Enfin, donc voilà, je trouve que entrer en contact avec les chires, c'est pas toujours facile. Mais voilà, je pense que s'ils mettaient Ouais. leur téléphone public, ils seraient peut-être harcelés par les patients. Donc, c'est peut-être pour ça Oui, qu'ils c'est le font sûr. pas. Maintenant, il y a des outils qui existent. Je pense à Silo sur Doctolib et maintenant on peut directement jouir d'un annuaire et de leur parler. Faut-il encore qu'ils regardent leurs messages et c'est pas toujours le cas. Et comme tu l'as dit, il y a la barrière du secrétariat. Oui, donc oui, c'est pas facile. Ah, sur Doctolib, il y a un truc maintenant pour faire ça. Ouais. Enfin, oh putain, c'est pas mal ça. Silo, je sais pas comment on dit, mais en fait, Ok. du coup, tu as tous les praticiens qui sont sur Doctolib, donc la quasi-totalité d'entre nous sur Paris. Et en fait, moi, je parle. Bonjour, chers collègues pédicure podologue, vous avez pensé que telle semelle était bonne pour ça. Moi, je retrouve ça à l'analyse de course. Voilà, on en discute, vous pouvez m'appeler. Ils répondent une fois sur deux, mais maintenant, on y vient. Les plus jeunes répondent. Les plus âgés, c'est un peu plus dur aussi, et ils sont pas tout le temps dessus. Après, bon, moi, je suis passionné par mon boulot, je regarde tout le temps. Et en fait, on communique vachement bien et on y arrive. On est enfin pluridisciplinaire. Ouais. Ah, bah je pense que ça, c'est. Parce que nous, on n'a pas Doctolib en Belgique, du coup. Ok, Enfin, pas que je sache. Je pense pas que je dise de bêtises, mais je pense que c'est typiquement. C'est français, enfin, français? Doctolib, hein, Ok. il me semble. Enfin,
Si je dis des conneries, je cutterai ça au montage. mais, euh, mais je pense pas. Mais donc, je trouve ça une super idée, ça, de vraiment faciliter cet échange en gardant le secret professionnel, mais au moins qu'entre professionnels de santé, ben, qu'on puisse directement correspondre avec un chir, ou même, je sais pas, moi, tu fais un truc où un mini, enfin non, ça s'appelle LinkedIn, tu vas dire, mais un mini réseau social, mais ça irait pas parce qu'il y a quand même la RGPD, donc la protection des données des patients, mais où tu pourrais poser une question et des chirurgiens pourraient te répondre, Ouais. ce serait incroyable, tu vois. Mais bon, là, je vois un petit peu peut-être trop loin, mais ouais, ok. Mais ici, si on revenait un petit peu à tous ces différents process, donc rééducation, réathlétisation, etc. Maintenant qu'on a vu que légalement, c'était pas toujours évident, toi, comment, si c'est possible en tout cas de l'expliciter un minimum dans le podcast, comment est-ce que tu distingues ces différentes phases voilà, dans la rééducation? Est-ce que tu as des espèces de petits critères? Tu peux même, si Ouais. tu en as juste un ou deux, l'idée, c'est pas que tu nous fasses une masterclass sur ça, Là-dessus. mais tu vois, juste pour un peu, voilà, nous expliquer un peu ton process de pensée là, au milieu de tous ces termes. Ouais. Ouais, bien sûr. Alors, tu veux que je diffère un petit peu chaque peut-être, comment dire, voie en réathlétisation, enfin, telles et telles étapes en réathlé, c'est ça, ou même précédemment? Si précédemment, c'est cool aussi, mais vraiment, sans toi libre de Ouais. ce que tu te sens le plus à l'aise de dire là maintenant, quoi. Tout à l'heure, pour revenir encore une fois sur ce schéma-là qui, pour moi, explique tout en réathlétisation, mais on parlait de OFR, On-Field Rehab, RTT, Mhm. Retour to Training, et RTC, Retour to Competition, et ensuite le RTP, le Retour to Play. Euh, oui, il faut les scinder parce qu'on ne fait pas la même chose. Je rappelle, et je pense que c'est important de commencer par là, quand débutait la réathlétisation? Alors, je ne sais pas si c'est une de tes prochaines questions. Non? Non, pas spécialement, mais Non, c'est vas-y, bon. Alors, du coup, je peux y c'est répondre parfait. là. C'est pas parce qu'un patient va bien, qu'il n'a pas de douleur et qu'il a retrouvé de la force qu'il peut aller en réathlétisation. Où elle Mhm. commence vraiment cette réathlétisation quand on met de l'intensité et du volume. Quand on a de Mhm. l'intensité et du volume, on est en réathlétisation. En cabinet, je peux mettre de... Qu'est-ce que Olé, c'est? petit feu d'artifice. quand... C'est quand... quand tes Waouh. idées fulminent, tu vois, c'était tellement. Non, vous avez les moyens full physio, là, vous avez Ouais, c'est ça. investi, là. Et quand débutait la réathlétisation, l'intensité et du volume, je disais, le volume, on peut pas le mettre. Je parle de volume de mètres cubes. On ne peut pas mettre du volume dans un plateau technique de kinésithérapie, sauf si on a un plateau technique de plus de 100 mètres carrés. Et dans ce cas-là, invitez-moi les gars. Mais Ouais. de l'intensité, on peut en mettre aussi, mais on est obligé de sortir, on est obligé d'aller dehors. Quand est-ce qu'on peut travailler avec du volume? Alors, quand on a forcément tout un testing qui est négatif au niveau clinique, refaites votre screening, refaites vos quick scans, refaites ce que vous voulez pour que la douleur, la mobilité, tout ça, ce soit OK. Votre palpation, votre étirement, il n'est pas douloureux sur votre membre. Il y a des étapes à valider comme de la proprioception du contrôle moteur, de l'appui, de la course, et ensuite on va sur de la pliométrie. Là-dessus, je vous apprends rien. Et si on rentre plus sur des valeurs normées et quantifiables, eh bien, il faut un minimum pour moi de force de 90, de 90 à 85%. Ok. Vraiment, c'est important pour moi. Et si on n'a pas ces valeurs-là, si on a 80 ou 70%, on n'y est pas. On n'y est pas du tout. C'est pas du tout possible d'emmener quelqu'un sur du volume avec un manque de force considéré. Il faut un testing dynamique qui est OK comparativement aux membres sains. Alors là, j'entends tous les testings de saut, par exemple, si on s'en réfère aux membres inférieurs, mais il y a des tests de pliométrie pour le membre sup ou des tests fonctionnels. Je pense Mhm. à Clémence Bien-Aimée qui a montré énormément de choses sur de la coiffe des rotateurs, sur de la gléno-humérale et tout ça, avec un Ouais. testing qui était réalisable. Voilà, tout ce testing-là de dynamique et fonctionnel, il doit être négatif. Moi, j'autorise moins de 10%, 10-15% d'asymétrie entre un membre droit et un membre gauche. Il faut prendre en considération s'il est droitier ou gaucher, bien sûr, quel est son membre dominant, mais si sur un drop jump, le fait de se laisser tomber et puis ressauter sur une plateforme de plus de 20 cm, 20-30 cm, si je n'ai pas un RSI, c'est-à-dire des capacités à emmagasiner une force excentrique et à la restituer en concentrique, eh bien, si j'ai 15% de différence ou plus de 15%, pour moi, il est toujours pas capable d'aller sur un terrain. Si Ok. je teste une cheville, un genou ou une hanche, il faut faire ces tests-là. Ils sont hyper repris dans la littérature scientifique. Et si on ne valide pas ces tests-là en salle, bah déjà, ça va mal se passer en réathlétisation. Il ne pourra pas Ok. pousser sur sa jambe pour changer de direction, c'est sûr et certain. Ok. Validons des critères analytiques pour valider des critères globaux avec du volume et de l'intensité en se rapprochant du geste lésionnel dehors.
Et bien sûr, et là j'y tiens, mais un testing psychologique qui le permet. Ouais. ACL, RSI, le même pour la cheville, je ne sais plus comment il s'appelle. Je l'ai plus. LS, Ouais. LAS Ouais. RSI peut-être, non? C'est ça? Ouais, Toujours LAS RSI RSI. dans le truc, mais Ouais. ouais. IKDC 2000, enfin tous ceux que vous voulez, le test, le questionnaire Agos pour la pubalgie, tout ça doit être négatif. Est-ce que votre patient, il le sent ou il le sent pas d'aller sur un terrain? Pierre, t'es Mhm. sérieux? On va faire des accélérations sur 20-30 mètres? Ouais, on va peut-être encore un peu attendre et tout ça. Écoutez-le, ça se trouve, il est même pas prêt dans sa tête. Donc il est Ouais. peut-être prêt physiquement parce qu'il a répété les mêmes exos avec vous, mais il n'est pas capable d'aller encore sur un terrain. Donc la psychologie est importante aussi là-dessus. Une fois qu'on Ouais. a validé tout ça, oui, on peut dire à son collègue sur le groupe WhatsApp, Pierre, est-ce que je peux t'envoyer quelqu'un en réhab? Je dis ça parce que les autres, ils sont trop souvent au cabinet, mes collègues que je kiffe, hein, mais c'est trop souvent, ouais, il va bien, écoute, il a pas de douleur. Et en fait, c'est parce qu'ils s'emmerdent un peu en salle, parce qu'ils voient que le Ouais. patient, il commence à tourner en rond, qu'ils font les mêmes exos, que c'est bon, ils ont fait du contrôle moteur, et au bout d'un moment, on se le dit, mais on sait plus quoi faire. On a fait Ouais. tous les exos possibles, on a fait plein de trucs, et on se dit, oh là là, il y a une redondance, le mec, il vient chaque semaine à telle heure, et on refait la même chose. Eh ben, Ouais. cutez avec ça, arrêtez. Emmenez-le voir un préparateur physique ou un réathlétiseur ou un kiné qui fait de la réathlétisation. Vous faites que du, vous faites que du, comment dire, de l'ortho, de la rhumato, et puis vous avez quelqu'un qui vient vous voir pour un LCA. Et si à la fin c'est pas votre dada, tout ce dont je parle, ben, réorientez. Ouais. C'est pas grave, il faut réorienter. Il y a un moment, et puis il y a des gens qui sont plus compétents ou qui sont plus là-dedans, mais faites-le pour le bien de votre patient. Et donc je reviens sur mes phases. Pour moi, Ouais. quand on est au cabinet et on désire passer sur un terrain, on passe sur le on-field rehab. C'est là où on est sur un terrain de 100 mètres par 50 et que là, le game, il n'est pas le même. Et là, on va commencer à courir et tout ça. Et ce qu'on va se rendre compte, c'est que son patient, il est complètement décompensé. La plupart du temps, on se voit qu'il y a un détraining qui est tel que le patient, même si on va lui demander un peu de répétition dans tout ce qu'on va faire, il n'y est pas le gars au niveau Mhm. cardiovasculaire. Et ça, c'est une erreur qu'on fait, mais la réathlétisation, et je pense que tu es d'accord avec moi, Augustin, elle Ouais. commence pas à J plus 322, elle commence à Mhm. J plus 1, la Ouais. réathlétisation. C'est-à-dire qu'il faut Ouais. faire des travaux cardiovasculaires, des travaux des hits, des tabata, de ce que vous voulez, mais il faut faire pomper le cœur, les poumons et favoriser ce qui va se passer au niveau moléculaire, au niveau des échanges en O2, en dioxygène. Et il faut travailler sur ces valeurs-là. Parce que le patient, dès qu'on va lui demander d'être à sa valeur VMA normalement de base, sur du, sur du changement de direction, sur du navette, sur du suicide et tout ça, et on va lui demander des allers-retours, le gars au bout d'un moment il va dire moi le genou nickel, mais le cœur, c'est pas possible. Et ça, en fait, c'est un biais énorme sur votre réhab, c'est que vous n'avez pas quelqu'un en face de vous qui est capable de faire une séance complète parce qu'il est décompensé au niveau cardiaque. Ouais. Donc la réathlétisation, c'est le lendemain de l'opération. Avec des Ouais. cordes pour le membre supérieur, avec du travail avec des temps de repos, des temps d'activation pour du core training, pour tout ça. Il faut y penser, il faut le faire dès le début. On va se dire que Mhm. sur une séance de une demi-heure, une heure, on n'a pas le temps. Ben, laissez-le bosser tout seul, votre patient. Donnez-lui un iPad, faites-lui voir une vidéo YouTube, mais il reste au cabinet, il bosse. Il Ouais. est chez lui, il est en arrêt. Donc il a le Mhm. temps. Vous Ouais. pouvez lui donner plus, quoi. Et ensuite, après le on-field rehab, je parle du retour to training, c'est-à-dire que là, je vais sortir mon joli ballon avec mon footeux, mon Ovalie pour le, le rugbyman. Et alors là, le mec, il est content parce qu'il se dit putain, enfin, on va faire du sport. Alors pour lui, c'est ça Ouais. du sport, mais moi, on en fait depuis 6 mois. Et, Ouais. euh, et puis là, on va faire de la gestuelle spécifique. Et puis on va Mhm. reprendre du contrôle de balle, on va reprendre des appuis, des travaux de latéralité, de la conduite, du pressing, de l'appel, du contre-appel. Là, on rentre dans de l'entraînement et c'est là où je dis à tous ceux qui veulent se lancer en réathlétisation, encadrez des sports que vous peut-être vous-même vous pratiquez ou que vous connaissez. Je ne sais absolument pas faire une réathlétisation chez un tennisman. J'ai Ouais. jamais fait de tennis de ma vie. Mhm. J'ai fait du foot à un piètre niveau, mais j'ai fait quand même du foot quand même, et je Mhm. sais de quoi je parle. Ouais. Et il y a des sports que je suis pas capable d'encadrer. Donc des sports Ouais. de raquette, typiquement, je sais pas, et il va falloir que j'aille me renseigner. Donc si vous voulez le faire, il faut aller regarder dans des livres qui sont très bien faits sur un peu de la préparation physique. Je pense au livre de Fort Trainer. Je sais pas si Ouais. ouais, Ouais. tu Ouais. connais. Ils traduisent en français souvent les livres anglo-saxons, hein. Oui, ah ok, Ouais. d'accord. Je Mais pensais que ils sont c'était très bons, hein. parce que les auteurs des fois sont français aussi, donc ouais, ok. Ah oui, Et, peut-être. Il y a et, et, peut-être, oui, aussi. et là-dessus, les bouquins de Fort Trainer m'ont beaucoup aidé sur l'individualisation du footballeur.
prendre en charge le tennisman ou les sports de raquette. Et Ouais. bien sûr, dedans, c'est de la préparation physique. Et on parle de choses vraiment de prépa. Mais j'en ai besoin pour rééduquer et aller en réathlétisation. Donc, je me Mhm. suis beaucoup documenté de cette façon-là. Il y en a un tas d'autres. Mais bon, en tout cas, moi, le tip que je vous donne, c'est les bouquins For Trainer, c'est vraiment bien. Ouais. Et puis ensuite, bah, j'étais capable de concevoir des séances dans ce RTT. On est toujours dans cette phase-là. Et Ouais. donc, je savais il va falloir que pour un footballeur, que ça allait être tant de sprints par session, que ça allait être tant de sauts par session, parce que je me rapproche doucement de Mhm. ces valeurs qu'il est capable de me donner en match. Donc, Mhm. un joueur de foot, il est capable de sprinter sur un match, un joueur de champ, il va sprinter entre 300 et 450 mètres par match. Eh bien, moi, Mhm. si je le rapproche en une semaine de ça, de ce 300, 450 mètres de sprint ou d'accélération, eh ben, j'ai fait du RTT. Je Mhm. l'ai remis dans une phase de training. Et il va falloir que vous fassiez ça chez chacun de vos athlètes en fonction du sport qu'ils pratiquent. Vous ne rééduquez pas de la même façon un footballeur qu'un volleyeur qui ne travaille pas du tout sur la même surface de jeu. Donc Clair. restreignez votre surface de réathlétisation et puis vous adaptez comme ça vos séances. Et puis ensuite on passe au RTC, au Retour to Competition, et ensuite au Retour to Play. Et donc là il va falloir reprendre simplement des matchs. Il va falloir reprendre et rejouer des entraînements total, progressifs puis totaux avec les entraîneurs. Et puis pour les Mhm. matchs, c'est la même chose. Vous n'allez pas dire à votre joueur, bah, c'est bon, on a fait de la réalisation, tu rejoues 90 minutes. Tu vas Ouais. d'abord faire 10 minutes, les 10 dernières minutes d'un match amical sans enjeu. Parce qu'il y a zéro stress, parce qu'il n'y a pas d'intensité et tout ça. Un joueur de foot, la plupart du temps, quand il stresse, quand il se pète au niveau mécanique ou traumatique, c'est dans les 10 dernières minutes de chaque Ouais. mi-temps. Donc de 35 à 45 minutes sur la première et de 80 au temps d'arrêt de jeu en fin de match, parce que les enjeux sont énormes. Et donc l'intensité, ce qu'on lui demande et tout ça sont énormes. Donc il va falloir remettre notre patient, notre athlète, dans un certain chaos. Et Ouais. ça, il y a des formations qui en parle très bien. Et le continuum to KO, il est hyper important là-dessus. C'est qu'il va falloir foutre la merde dans les pieds de votre patient et dans sa tête pour qu'il soit capable bah, plus tard de contrôler tout ce qui va se passer. Donc au niveau des aires corticales et puis du schéma moteur, si vous ne remettez pas du chaos dans votre patient, que ce soit en salle ou à l'extérieur, un jour il va y être confronté et il sera plus adapté. Donc Ouais. réentraînons ces aires motrices pour tiens, tu vas là à droite, reprends le ballon, ok, un appel derrière, puis en même temps il doit faire un travail d'appui ou quoi, il doit contrôler tout ça, on est sur un vrai travail chaotique sur lequel il pourrait être pendant un match, avec les supporters sur le côté, avec son coach qui lui gueule dessus, et ça c'est super, c'est de la vraie réathlétisation. Et là on est dans une phase de RTC, RTP. Voilà pour Ouais. répondre à ta question. Ok, bah déjà c'est très exhaustif, donc merci. Ouais, Et non, c'est top. Non, je te rejoins sur plusieurs choses. J'ai noté plusieurs choses pendant que tu parlais pour y penser et pouvoir le réaborder. Tu parlais effectivement de stimuler le système cardiovasculaire dès J1 et je suis totalement d'accord avec ça. C'est pour ça que personnellement, j'adore travailler par exemple en circuit training, etc. Je trouve que c'est très, très ludique et ça permet en fait en fait, en enchaînant des exercices bien agencés, ben, quand même stimuler ce système cardiovasculaire, même quand tu n'as pas, on va dire, énormément de possibilités, parce que là, les gens vont nous dire, oui, vous êtes bien gentil, mais à J+1, nous, le chirurgien, déjà, souvent, il interdit aux patients de vraiment sortir de la table. Donc, voilà, on ne sait pas faire du circuit training sur table. Et moi, déjà, ça... Enfin, j'attends pas 15 jours pour le sortir de table. Mais donc, je pense que ça, c'est déjà un... Enfin, je sais pas comment tu m'as parlé des battle ropes, etc. Je sais pas si toi aussi, tu fonctionnes aussi par circuit ouais, training, ouais. Moi, je trouve que c'est un format qui fonctionne très, très bien en cabinet aussi, parce que c'est facile, c'est ludique, et on a un temps très restreint, enfin 30 minutes par séance. Moi, avant, je faisais 40 minutes dans un cabinet, mais maintenant, dans le cabinet où je suis, c'est 30 minutes. Parfois, c'est un peu chaud, mais je trouve qu'en circuit training, tu peux quand même arriver à faire, ouais, allez, au moins 4 exercices d'affilée, 4-5 exactement. fois, tu vois, et c'est déjà pas mal en fait. Ouais, Donc, tout à fait.
Et puis là, c'est intéressant de rajouter un cardio-fréquence-mètre, que ce soit une montre ou alors Ah ouais. quelque chose autour tu vois, autour de la poitrine. Chez Decat, il y a ça et ça coûte vraiment pas cher. Et ben sur ton pad à côté, tu vois la fréquence cardiaque de ton patient et tu as son bip bip pour le cardio, pour le circuit training dont tu parlais. Tu as son Ouais. bip bip où il s'arrête, où il a ses temps de repos et à côté de ça, il y a un iPad avec sa fréquence cardiaque. Et tant que Ouais. je n'ai pas atteint une fréquence cardiaque maximale, pour moi la séance elle est pas, les objectifs sont pas atteints. Et là, on est vraiment, tu vois, on est capable de monitorer, on va peut-être en parler dans le podcast, Hmm. du fameux monitoring, mais là, on est vraiment capable de se dire, oui, ok, j'ai une incidence sur la phase cardiovasculaire. Ouais. Ok, ouais. Mais, et tu vois, on disait aussi, oui, enfin, tu disais, si on fait rester le patient après sa séance, etc. Mais là aussi, il y a des kinés qui vont peut-être nous dire, ben oui, mais non, moi, mon patient, il peut pas rester après. Tu vois. Mm. Si tu es dans un cabinet solo, bah, ton patient, tu peux pas le faire rester en même temps que l'autre parce que tu es dans un petit cabinet, c'est un peu gênant. Et donc, c'est vrai que ça aussi, je pense, c'est une option à prendre en compte, c'est que on n'a pas tous cette chance de pouvoir laisser le patient, d'avoir un plateau technique. Et même, il y a des infrastructures qui refusent d'avoir, par exemple, le patient qui reste après. Tu vois, Tout à sinon, fait. tu vois. Mais on se trompe du coup dans notre conception de la santé. C'est que même les promoteurs immobiliers, quand tu prends un cabinet, c'est des box. Il faut forcément des box avec des tables. Et puis 30 minutes. Et puis bonjour madame, au revoir monsieur. Et hop, ça rentre, ça sort et tout. Mais faites des plateaux techniques. On Mhm. paye des machines, t'as qu'à regarder sur Educal et Tarot, on paye des machines à plus de 20 000 balles pour faire des ondes ultrasonores, pour faire des conneries, alors Ouais. qu'en fait, finalement, mais faites un devis chez Technogym ou chez Paki, vous en aurez pour 20 000 balles aussi, et vous faites un super plateau technique et les patients peuvent rester plus longtemps. Et on est Ouais. vraiment dans un objectif de santé publique qui est totalement bon. Donc en fait, c'est notre rapport à la santé et au sport et tout ça et à la rééducation qui est mauvais et qui va changer. On est maintenant, toi et moi, bon, on a le même âge, mais toi et moi, on va rentrer dans une phase où on sera au milieu, pas les plus jeunes, pas les plus vieux, Ouais, c'est ça. et ceux qui arrivent derrière nous, ils arrivent forts. Pour moi, tous les Ouais. néodiplômés et tout ça, ils vont continuer de révolutionner et de suivre un peu ce que nous, on a mis en place. Et on Ouais. va sur une santé publique et une rééducation qui est totalement nouvelle. Donc, ouais, on aura bientôt la possibilité, je pense, de garder plus longtemps son patient et ça gênera personne et parce qu'on aura conçu nos espaces différemment, ouais, c'est sûr. Mhm. Ouais, non, c'est clair. Et aussi, tu parlais de RSI, donc tout ce qui est Mm. l'indice de force réactive. Euh, c'est des choses qui, parfois, chaque fois, je pense à des kinés qui pourraient se dire, mais de quoi ils me parlent et comment on le mesure, tu vois, parce que je me dis, ça peut être intéressant aussi d'en discuter. Je sais que tu as fait un réel, d'ailleurs, je ne l'ai même pas dit, mais, Ouais, et je pense même pas que tu l'aies dit, mais tu as un compte Insta aussi, Kinéast, que c'est la je... minute promo. Ouais, non, bah, d'habitude, je le dis au début du podcast, mais là, voilà, tant que c'est dans le sujet, Ouais, mais... c'est vrai que j'en ai pas parlé au tout début parce qu'en fait, je préfère être limite plus reconnu dans ce que je fais et de ce que j'apporte avec mes patients que sur la sphère des réseaux sociaux. Je suis pas influenceur Ah, santé, je déteste ce truc-là. Et donc ok. un jour, je sortirai pas un livre comme tous les autres. C'est très bien les gars ce que vous faites, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais c'est pour ça que j'en ai pas parlé. Et oui, sur Kinéast, je fais de la kiné et de la vidéo. Je suis un grand passionné de tout ce qui est audiovisuel. J'ai fait le tour du monde, j'ai vlogué tout ce que j'ai fait et c'est parti de là. C'est pour ça que je m'appelle Kinéast. Et oui, sur les réseaux sociaux, je parle de ce fameux RSI et puis plein d'autres choses. Ma niche, c'est les kinés, c'est pas du tout les patients. Et c'est expliquer comment je travaille et tout ce qu'il est bon à prendre de la kinésithérapie et principalement de la kinésithérapie du sport. C'est un peu genre comment dans le meilleur des mondes, comment on devrait tous fonctionner kinésithérapeute, quoi. Donc ça s'adresse Ouais, vachement que aux kinés, quoi, tu vois, et aux prépa. ok. Ouais. Et une appli, je sais pas si toi tu l'utilises, mais oui, je fais genre que je sais pas que tu l'utilises, mais je sais très bien que tu l'utilises. My Jump. Mais une application qui est vachement intéressante que j'utilise depuis, je pense, 2 ans, un peu plus, 3 ans. Et il serait de m'imposer encore une fois, mais c'est simplement pour te dire que tu arrives à la fin de cette première partie. Donc en fait, à partir de maintenant, ben, tu l'auras peut-être compris, on a décidé, sur base de vos retours et aussi de notre bon sens, de se dire que les longs épisodes, donc qui duraient plus qu'une heure et demie, 2 heures, 2 heures et demie parfois, eh bien, on a décidé de les scinder en deux parties. Simplement, ben, ça facilite le parcours des épisodes, parce que quand tu as un épisode de 3 heures et que tu oublies où tu étais, et que tu dois commencer à rechercher où tu étais, etc., ou que Spotify a oublié de notifier ta progression, c'est parfois vachement galère, et ça décourage parfois même de continuer d'écouter le podcast. Donc voilà, simplement, c'est pour te dire que c'est la fin de cette première partie, mais t'inquiète pas, il y a une deuxième partie qui arrive très très bientôt. Et pour ne pas la louper, eh bien n'hésite pas à venir nous suivre sur les réseaux, sur Instagram, sur la plateforme d'écoute sur laquelle tu nous écoutes, ou même sur YouTube si tu veux du format vidéo. Allez, on te remercie pour ton soutien et on te dit à très très vite sur Entendons. Ciao.
Ah, et avant que tu partes, voilà un petit message simplement pour te remercier, pour vous remercier, parce qu'on espère quand même qu'il y aura plus qu'une personne qui va nous écouter. Mais voilà, pour votre soutien, parce que si vous êtes en train d'écouter ce petit message affectif, c'est que vous avez écouté le podcast en entier ou que vous avez été directement à la fin. Mais dans tous les cas, c'est que vous nous suivez, que vous aimez, j'espère, notre travail. Et donc voilà, ça va être un petit peu bateau, mais si on peut vous demander encore une chose, c'est simplement de nous mettre peut-être 5 étoiles sur Spotify ou en tout cas sur la plateforme sur laquelle tu nous écoutes ou bien un like sur YouTube, tout ce que tu veux. En gros, juste nous montrer ton soutien et ton appréciation de notre travail au travers de ce que la plateforme te permet de faire, que ce soit aussi en partageant autour de toi pour faire connaître le podcast. Voilà, c'est vraiment des choses qui, quand on est auditeur, on ne se rend pas compte. Moi, personnellement, j'écoutais des podcasts avant d'en créer et je ne me rendais pas compte quand ces messages arrivaient. Je me disais, bon, encore une fois, ils nous demandent. Mais en fait, voilà, vraiment, je peux le dire maintenant, c'est hyper important parce que, comme tu sais, tout fonctionne avec un algorithme aussi. Et voilà, la moindre petite goutte dans l'océan, que ce soit un like, un partage ou les deux, un commentaire, etc., la moindre goutte, ça peut vraiment créer, si je peux rester poétique, un océan de soutien pour nous. Donc voilà, c'était simplement un petit message pour te remercier de prime abord et aussi pour te demander si ça ne te dérange pas voilà, de noter ce podcast, si possible avec une bonne note et en tout cas des bonnes étoiles. Ça nous ferait vraiment plaisir. Et à côté de ça, on reste ouvert si tu as des suggestions, si tu as des remarques, s'il y a des choses qui t'ont plu ou pas plu dans le podcast. Vraiment, n'hésite jamais à venir nous en parler. On sera toujours ravis d'écouter tant que les critiques restent constructives, évidemment. Donc voilà. Voilà, je ne vais pas te retenir plus longtemps et je te souhaite déjà une bonne journée, une bonne soirée selon le temps où tu nous écoutes et je te dis à très très vite dans tes oreilles. Ciao ciao.